Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Il fallait être, Alexis, sur France 2 hier soir pour suivre l'événement, le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Le Premier ministre et le président du Rassemblement national se sont affrontés pendant un peu plus d'une heure. À qui donnez-vous l'avantage, Alexis ? Qui a pris le dessus sur son adversaire alors que le parti d'extrême droite, rappelons-le, surfe largement en tête dans les intentions de vote pour les européennes du début du mois de juin ? Eh bien, justement, votre pitch est fabuleux parce que il contient le paradoxe de cette soirée, entre guillemets, événement. Alors, n'exagérons rien. C'est le titre de l'émission. Évidemment. Vous n'aviez pas non plus 40 millions de Français qui étaient scotchés sur le poste de télévision pendant 1h15, mais évidemment, c'était intéressant de mesurer dans le cadre de la, entre guillemets, bipolarisation médiatique existante à laquelle nous essayons, d'ailleurs sur Radio J, d'échapper aussi, parce qu'il n'y a pas de raison de surbipolariser, même si Ce format, d'ailleurs, vous a gêné ? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, le fait qu'on retrouve par la suite les têtes de liste. Heureusement qu'on leur donne la parole aussi. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas que Renaissance et le RN dans la vie politique française. Heureusement. Mais évidemment, là, c'était le match, entre guillemets, de ceux qui arrivent en tête dans les intentions de vote. Même si le en tête d'En Marche est un peu effrité, vous le savez bien, en raison de la position, proactive de Place Publique et du Parti Socialiste. Mais revenons au débat lui-même. Je vais être très sincère et très net avec vous. Nous savions par avance que Jordan Bardella allait jouer plutôt en défense. C'est logique. C'est logique d'ailleurs quand on mène dans les sondages, en règle générale, les confrontations publiques sous la forme d'un débat à deux personnes ou d'un débat à plusieurs personnes sont évidemment des moments où vous faites taper dessus. Il s'est fait taper dessus d'ailleurs par les autres lors du grand débat, à l'exception probablement de Marion Maréchal qui était plus soft. Il allait se faire taper dessus, évidemment, par le Premier ministre. Et comme sur un ring, on reste dans le coin, oui, en essayant de se protéger. Le Premier ministre a été excellent. Ouais. On peut pas dire ça autrement. Et il a parfaitement rempli, puisqu'il faut toujours revenir à l'origine des choses. Vous savez, le commentaire politique, il est complètement amnésique en France. Parce que les gens sont, pas nous, mais ils sont baignés dans l'instantanéité. Donc revenons au début. Emmanuel Macron, non sans raison, s'inquiète il y a un mois des maigres performances médiatiques mais également sondagières de la tête de liste qu'il a choisi lui-même, Valérie Ayé. Il est à la lanterne, il téléphone à son Premier ministre un dimanche et il lui dit, je crois que c'est ça la teneur de la conversation qui a filtré, il lui dit, je crois vraiment Gabriel que le moment est venu que tu y ailles, que tu mouilles la chemise. Bonne idée, je vais vous dire bonne idée, là quand Macron fait des trucs bien, faut le dire. Évidemment que Gabriel Attal est extrêmement efficace dans la théâtrocratie médiatique d'aujourd'hui, à laquelle se réduit en grande partie la politique. Là, je ne porte pas de jugement de valeur. Je suis suffisamment lucide pour avoir du recul par rapport à la théâtrocratie. Le mot de Platon, il s'applique aujourd'hui très bien. Mais et la qui politique utilise parfaitement par ailleurs Jordan Bardella. Bien sûr. Sauf que là, si vous voulez, il y a eu, pour des raisons que nous éluciderons un jour, mais il y a eu une surpréparation du Premier ministre et de ses équipes. Je pense d'ailleurs si vous voulez, en congruence avec l'Élysée et notamment avec le président de la République, qui est pas un perdreau de l'année, on a souvent l'occasion de le dire. Et en l'occurrence, il faut reconnaître que puisque évidemment Jordan Bardella arrive en se disant j'ai beaucoup à perdre, mais je peux aussi évidemment les acculer, les mettre en difficulté sur le bilan de la Macronie. Or, tout cela a été analysé par Gabriel Attal avant le débat. Il s'est dit comment je peux retourner ce qui peut être mon talon d'Achille. J'arrive, au fond, j'y suis pas pour grand-chose, mais je vais devoir payer pour Édouard Philippe, pour Madame Borne, pour les politiques menées jusqu'à maintenant, qui par certains côtés sont des échecs. Et donc, comment je retourne cela ? Eh bien, en faisant apparaître les zones d'incompétence de mon adversaire du moment. Et effectivement... Comme l'avait fait d'ailleurs Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 face à Marine Le Pen. Évidemment, les débats... Vous savez ce que j'en pense. Ils ne sont pas la quintessence de la vie politique, mais aujourd'hui, ils la résument beaucoup. Et donc, les débats sont des moments où il faut, comme au judo, retourner la force de l'adversaire contre lui. Et il a réussi à le faire. Exactement. Là, il a été, je suis pas un fanatique du Premier ministre, il a été un excellent judoka. Et notamment sur un terrain, puisqu'on sait que le Rassemblement national, c'est depuis quelques années... dans sa nouvelle matrice républicaine populiste, si vous voyez ce que je veux dire, ou républicano-souveraino-populiste, s'est posé en défenseur de la France du travail, dont le pouvoir d'achat est affaibli. Et bien justement, ils avaient préparé, là, il faut dire les choses clairement, il faut être sincère. Gabriel Attal avait très bien préparé le débat, et notamment sur cette question de la préférence nationale aux entreprises, qui est une des mesures phares du RN actuellement, la préférence nationale aux entreprises dans les commandes publiques.
Il a montré que si par hasard un jour Marine Le Pen, par exemple, devenait présidente de la République et appliquait cette mesure, ce serait en réalité un frein, voire plus que ça, un désastre, une catastrophe. Pour les PME. Et même pour des grandes entreprises, si vous voulez, qui décrochent des commandes publiques dans d'autres pays européens, où elles sont, d'ailleurs, il a cité toute une liste, on ne va pas la refaire, hein, mais il a cité toute une liste, Attal, d'entreprises qui, ces derniers mois, dernières années, ont décroché des commandes publiques, et donc, évidemment, réalisent des profits, et donc, bénéficient aux différents ouvriers, employés, cadres français qui travaillent pour elles. Et qui peuvent voter aujourd'hui pour le Rassemblement national. Et donc, comme la scénographie d'un débat compte beaucoup dans la théâtrocratie platonicienne, j'ai quand même vu, comme beaucoup de Français, l'excédent Jordan Bardella un peu suant sous son maquillage de télévision. Vous voyez, c'est-à-dire, souvent, on a eu l'impression d'un Jordan Bardella qui était leader, en quelque sorte, dans les confrontations. Notamment parfois contre Valérie Hayé. Par exemple, il y a 2-3 semaines. À l'évidence, on l'avait dit, là aussi, il faut dire la vérité, il ne faut pas raconter de salade aux auditeurs, on est là pour dire la vérité. Il avait évidemment dominé le débat. Là, en revanche, c'est l'inverse. Il était un petit peu en défense dès le départ, mais ensuite un peu gêné par des arguments très concrets du Premier ministre. Puis ça a continué ensuite sur l'immigration, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier, au fond je vais vous dire le fond de ma pensée, ça ne changera pas grand-chose aux dynamiques politiques. Ma question suivante, est-ce que ça lui permettrait de renverser un peu la vapeur pour la liste l'objectif du président, sur ce point, il est intelligent. On peut dire tout ce qu'on veut contre le bilan de Macron. Sur ce plan-là, c'est pas un fou et c'est un homme intelligent. Son objectif n'est évidemment pas de renverser le 32-15. Il est de faire passer le 15 à 19, peut-être 20. Et ça, ce débat peut contribuer à... Incontestablement, car vous savez bien que la cristallisation du vote, elle a eu lieu ces 3 dernières semaines, mais elle n'est pas totalement achevée. Et elle l'est d'ailleurs d'autant moins. Alors, on va prendre un exemple concret. Nous avons une gauche républicaine, je vous le dis souvent, je le martèle, c'est vrai, c'est pas un fantasme, c'est une réalité, en voie de reconstitution. Mais beaucoup de gens, prenez des profs, républicains, attachés à l'ordre, mais aussi à l'ascenseur social et tout, mais ils hésitent, ils se disent « Glucksmann ». Aïe, ils hésitent jusqu'au dernier moment. Donc on hésite partout. Vous voyez, l'idée qu'il y aura une cristallisation définitive et qu'on ne pourrait rien changer au rapport de force entre les deux mastodontes dans la gigantomachie politique actuelle, entre le RN et Renaissance, ça n'existe pas. Jusqu'au dernier moment, on peut changer des choses. Et là, je suis obligé de le constater, je vous le dis avec honnêteté, Gabriel Attal a bien travaillé pour le camp présidentiel. Objectivement, il a apporté sa pierre à l'édifice, et on peut penser qu'à la suite d'un débat comme ça, surtout s'il est suivi d'un deuxième, on ne sait pas, on peut penser que, allez, à 2 points, ça peut jouer. Alexis, voilà. En quoi ce débat entre 2 hommes très jeunes, 35 ans pour le chef du gouvernement, 28 pour le patron du Rassemblement national, en quoi ce débat dessine déjà un peu, beaucoup l'avenir politique ? J'espère que non, parce que je pense que la France a tout à gagner à sortir de la dualisation à laquelle nous assistons actuellement et qui ne participe pas au pluralisme politique que beaucoup de Français de toute sensibilité sont en droit d'exiger. Voilà, je vous le dis très clairement. Ce sont des hommes qui vont peser déjà ils vont peser, mais je pense que la vie politique française sera beaucoup plus oxygénée si on sort de cette confrontation duale qui existe depuis 2017. J'aimerais qu'on dise un mot, voilà. Absolument, il nous reste 1 minute 30 pour parler de la Nouvelle-Calédonie où un homme de 48 ans qui avait attaqué des policiers a été tué par balle, selon le procureur de la République. C'est le 7e mort depuis le début des émeutes sur place. Emmanuel Macron était sur place hier et il a souligné vouloir que la République reprenne l'autorité sur tous les points. Quel bilan, Alexis Thierry-Bout, de cette visite, et est-ce qu'elle peut ouvrir un processus d'apaisement alors que le président de la République s'est engagé à ne pas faire passer en force la réforme électorale? 2 fois oui. 1, il a eu raison d'y aller lui. D'ailleurs, je mesure, là, vous voyez, c'est un coup de chapeau à Macron, je le fais pas toujours, mais là, coup de chapeau à Macron. L'intelligence du président de la République. On en pense qu'on veut par ailleurs, je suis le premier à le critiquer quand il faut le critiquer. D'ailleurs, je l'ai critiqué au moment où il avait l'air braqué sur le dégel du corps électoral, qui était une question technique, mais en fait politique pour la Calédonie. Et où il avait l'air aussi d'accompagner un discours consistant à, allez, pas lui, mais à montrer du doigt une partie de la Kanaki militante, comme s'ils étaient à l'origine de tous les problèmes. Bon, il a écouté. C'est une preuve de grande intelligence politique. Il a écouté, notamment dans son propre camp, la présidente de l'Assemblée nationale. Par exemple, Yael Braun-Pivet. Il a écouté aussi, nous en parlions, la mairesse de Nouméa, qui a donné ses entretiens successifs, notamment à BFM TV, où elle disait « Il faut vraiment que le président de la République s'empare du dossier et écoute. » Bon.
Et il a bien fait d'y aller à la place de Gabriel Attal. Non pas que Gabriel Attal soit mauvais, il a montré hier qu'il était très bon, mais que c'était important que, vous savez, c'est la théorie des 2 corps du roi, de Kantorowicz, le corps mortel, le corps spirituel ou immortel. Et bien là, nous avions les deux, c'est-à-dire nous avions le courage physique de Macron qui s'est exprimé très clairement sur l'île, parce que c'est une situation insurrectionnelle qui pouvait dégénérer, qui pouvait en guerre civile. Donc il a montré son courage physique, mais il a montré aussi son courage moral. Vous savez, moi je suis un démocrate profond. Un démocrate profond ne croit pas seulement dans la force, dans l'imposition par la force de choses. Ça ne marche pas, ça, si vous voulez. Le jupitérisme a ses limites. Et Emmanuel Macron, je crois, a montré dans ce dossier calédonien que sa posture jupitérienne du début pouvait être contrebalancée par l'intelligence politique. De ce point de vue-là, je lui décerne, vous voyez, très subjectivement, mais un satisfait titre. Je crois qu'il a fait ce qu'auraient fait de grands démocrates comme Michel Rocard ou avant lui comme Pierre Mendès France, comprendre une situation, sous-peser les rapports de force et, j'allais dire, ajuster sa prise de position au sens de l'intérêt général, c'est-à-dire précisément à la préservation de la paix civile. Et donc je pense que ce voyage est une réussite à 100% et qu'il donne une chance énorme à la reconstitution, évidemment fragile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de la paix civile sur le Caillou. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur YouTube. Shabbat Shalom et à lundi. Shabbat Shalom et à lundi, bien sûr.